Savez-vous ce qu'est le mystérieux collier de la reine Marie-Antoinette? C'est bien plus qu'un simple bijou. C'est le symbole d'un scandale retentissant, une affaire qui a secoué la monarchie française jusqu'à ses fondations. Imaginez un collier d'une splendeur inégalée, une rivière de diamants si éblouissante qu'elle pouvait faire tourner les têtes et perdre la raison. Cette parure, c'est le cœur d'une énigme historique, une histoire de tromperie, d'ambition et de tragédie. Une histoire dont les murmures résonnent encore aujourd'hui dans les galeries du château de Versailles, comme un fantôme du passé. Le collier est né d'un rêve de grandeur. Les joailliers de la couronne, Charles-Auguste Beumer et Paul Bassange, ont passé des années à rassembler les pierres les plus pures. Le résultat est une cascade de 647 diamants, pour un total de 2800 carats. Une œuvre d'art d'une valeur astronomique. 2 millions de livres, l'équivalent de plusieurs milliards d'euros aujourd'hui. Ce collier était destiné à Madame du Barry, la favorite du roi Louis XV. Mais le roi meurt avant de pouvoir l'offrir. Le collier se retrouve alors sans propriétaire, un trésor maudit attendant sa prochaine victime. Lorsque Louis XVI monte sur le trône, les joailliers proposent naturellement le collier à la nouvelle reine, Marie-Antoinette. Mais la reine, bien que connue pour son goût du luxe, trouve le prix exorbitant. Elle refuse l'offre à plusieurs reprises. Au cœur de cette intrigue, nous trouvons des personnages dignes d'un roman. D'abord, la reine Marie-Antoinette, bien sûr. Archiduchesse d'Autriche, devenue reine de France, elle est à la fois adulée et détestée. On lui reproche ses origines, ses dépenses, sa frivolité. Elle est la cible de rumeurs et de pamphlets qui la dépeignent comme une femme capricieuse et dépensière. Bien qu'innocente dans cette affaire, sa réputation la précède et la rend vulnérable. Elle est la victime idéale, celle que l'opinion publique est déjà prête à condamner sans procès. Ensuite, il y a le cardinal de Rohan, Louis-René-Édouard de Rohan, prince-évêque de Strasbourg, grand aumônier de France. Il est issu d'une des plus grandes familles du royaume. C'est un homme puissant, immensément riche, mais il a une faiblesse, son ambition démesurée. Il rêve de devenir Premier ministre, mais il est en disgrâce auprès de la reine. Prêt à tout pour regagner les faveurs de la souveraine, le cardinal est une proie facile pour qui saura flatter sa vanité et exploiter son désir de reconnaissance. Et voici le cerveau de l'opération, la manipulatrice de génie, Jeanne de Valois-Saint-Rémy, comtesse de la Motte. Cette jeune femme est une aventurière. Elle se prétend descendante d'un fils illégitime du roi Henri II. Elle vit d'expédients et de petites escroqueries, mais elle a de grandes ambitions. Intelligente, charismatique et sans scrupules, elle a réussi à se faire une petite place à la cour. Elle observe, elle écoute, et elle comprend vite les faiblesses des grands de ce monde. Elle voit dans le cardinal de Rohan et son obsession pour la reine une opportunité en or. Une occasion unique de s'enrichir et de s'élever socialement. Le plan de Jeanne de la Motte est d'une audace folle. Elle commence par se rapprocher du cardinal de Rohan. Elle lui fait croire qu'elle est devenue une amie intime de la reine Marie-Antoinette. Elle prétend être sa confidente secrète. Jeanne commence alors à organiser une fausse correspondance entre le cardinal et Marie-Antoinette. Elle engage un faussaire, Rétaux de Villette, pour imiter l'écriture de la reine et rédiger des lettres tendres et encourageantes. Le cardinal est aux anges. Il reçoit des lettres signées Marie-Antoinette de France, une signature maladroite qu'un homme de cour aurait dû reconnaître comme fausse. Elle tisse sa toile pas à pas, avec une patience et une intelligence diabolique, en s'assurant de la confiance totale de sa victime. Vient alors le coup de maître. Jeanne parle au cardinal du fameux collier. Elle lui explique que la reine désire ardemment ce bijou, mais qu'elle ne peut l'acheter officiellement à cause de la situation financière du royaume. Elle aurait donc besoin d'un intermédiaire discret pour négocier l'achat en son nom. Et qui de mieux placé que lui, le cardinal de Rohan, pour lui rendre ce service? Ce serait la preuve ultime de sa loyauté, le geste qui lui garantirait une reconnaissance éternelle et le poste de Premier ministre tant convoité. Le cardinal, malgré toutes ses lettres passionnées, veut quelque chose d'un peu plus tangible pour prouver l'amitié de la reine. Il demande une rencontre. Jeanne de la Motte, prise au dépourvu mais jamais à court d'idées, doit improviser. Elle organise un rendez-vous secret, nocturne, dans les bosquets du parc de Versailles. Elle engage une jeune prostituée parisienne, Nicole Le Gouet, qui ressemble vaguement à Marie-Antoinette. Dans la nuit du 11 août 1784, tout se joue. Le cardinal, le cœur battant, est conduit dans l'obscurité des jardins. Il aperçoit une silhouette féminine. Il s'approche, ému et tremblant. La fausse reine lui tend une rose et murmure « Vous savez ce que cela veut dire ?» Il a à peine le temps de baiser l'ourlet de sa robe que Jeanne de la Motte intervient, prétextant l'arrivée des gardes.
et met fin brutalement à cette brève rencontre. Armé de cette soi-disant confirmation royale, le cardinal de Rohan finalise la transaction avec les joailliers. Le 1er février 1785, il signe le contrat d'achat pour 1,6 million de livres, à payer en 4 versements. Les joailliers remettent l'écrin contenant le fabuleux collier. Le cardinal, fier de sa mission, le confie rapidement à Jeanne de La Motte, pour qu'elle le remette à la reine. C'est la dernière fois qu'on voit le collier entier. Dès qu'elle a le trésor entre les mains, Jeanne et son mari s'empressent de le démonter. Les diamants sont retirés un à un et vendus à des receleurs à Paris et à Londres. Le temps passe. La date du premier paiement approche. Les joailliers, inquiets de ne rien recevoir, se rendent directement chez la reine. Ils lui présentent leurs compliments pour l'achat du magnifique collier. Marie-Antoinette est stupéfaite. Elle ne comprend pas de quoi il parle. Elle affirme n'avoir jamais commandé ni reçu un tel bijou. La panique s'empare des joailliers. Ils réalisent qu'ils ont été dupés. Ils se tournent vers le cardinal de Rohan, qui reste confiant. Il leur montre un contrat signé de la main de la reine. Et c'est là que la supercherie est révélée. La signature est un faux. Le 15 août 1785, jour de l'Assomption, le scandale éclate de la façon la plus spectaculaire qui soit. Le roi Louis XVI, informé de l'affaire par la reine et les joailliers, convoque le cardinal de Rohan dans son bureau juste avant la messe solennelle. Le roi, déterminé à défendre l'honneur de sa femme, prend une décision drastique. Au lieu de garder l'affaire secrète, il décide de la rendre publique. Il fait arrêter le cardinal de Rohan sur le champ, en pleine galerie des Glaces, devant toute la cour stupéfaite. L'image est dévastatrice. Le grand aumônier de France, un prince de l'Église, arrêté comme un vulgaire criminel. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans Paris et dans tout le royaume. En cherchant la transparence, le roi vient de commettre une lourde faute politique. Il vient d'offrir à ses ennemis un procès public. Le procès qui suit devient la sensation de l'année. Il passionne et divise toute la France. Le verdict tombe le 31 mai 1786. Le cardinal de Rohan est acquitté, pour la plus grande joie du peuple, qui voit en lui une victime de la tyrannie royale. C'est un coup terrible pour la monarchie. Jeanne de La Motte, elle, est condamnée à être fouettée, marquée au fer rouge de la lettre 5 pour voleuse, et emprisonnée à vie à la Salpêtrière. Mais même en prison, elle continue à faire des siennes. Elle s'évade et fuit à Londres, où elle publie des mémoires diffamatoires qui achèvent la réputation de la reine. L'affaire du collier de la reine est bien plus qu'une simple escroquerie. C'est une véritable catastrophe politique. Pour Marie-Antoinette, les conséquences sont dévastatrices. Bien qu'elle soit complètement innocente, l'issue du procès est perçue par le public comme sa condamnation. Dans l'esprit du peuple, elle est coupable. Coupable d'être dépensière, capricieuse et peut-être même infidèle. Le scandale cristallise toute la haine et la frustration accumulées contre elle. Son image est brisée à jamais. Ce scandale a contribué à dépouiller la monarchie de son aura sacrée. Il a exposé, aux yeux de tous, les intrigues, la crédulité et la décadence de la cour. La confiance dans les institutions s'effondre. Napoléon lui-même dira plus tard que l'affaire du collier de la reine a marqué le début de la Révolution française. C'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, révélant les failles béantes d'un système à bout de souffle. Quelques années plus tard, en 1793, quand Marie-Antoinette est menée à l'échafaud, l'affaire du collier fait partie des chefs d'accusation contre elle. Une accusation absurde, mais qui montre à quel point le scandale a marqué les mémoires. Et le collier lui-même, qu'est-il devenu? Démonté, vendu, disparu à jamais. Seuls quelques diamants ont pu être retrouvés, mais son mystère perdure. Encore aujourd'hui, l'affaire fascine et suscite des interrogations. Jeanne de La Motte a-t-elle agi seule? Y avait-il d'autres complices, tapis dans l'ombre, des ennemis politiques de la reine tirant les ficelles? Le mystère du collier de la reine inspire encore les rumeurs les plus folles et les théories les plus échevelées. N'est-il pas extraordinaire de penser qu'un rang de diamants, né d'un désir de plaire, ait pu contribuer à faire tomber une reine et changer le cours de l'histoire?